Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui va vous présenter un pays asiatique que j'affectionne grandement. Connaissez-vous le Kenjutsu? Oula, fais attention à ce que tu dis. Là, ça se passe en Corée du Sud et non au Japon. Donc, ils n'ont pas la même arme et pas la même technique d'art martial. Chez eux, ça s'appelle le Haidong Gumbo. Pourquoi faut-il toujours que tu gâches mon effet? Bah, c'est comme ça que tu m'as écrit. Ah oui, c'est vrai. Bref, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons traiter d'un film qui va présenter la Corée du Sud ainsi que sa ville la plus populaire. Donc... Retour à Séoul de David Chou. David Chou ayant des origines cambodgiennes. Le nom Chou, c'est en rapport avec ses cheveux, c'est ça? On ne se marre pas! Et le petit-fils du producteur Van Chan qui a produit nombre de films du Cambodge dans les années 60 et 70. C'est un bon début de CV. Mes parents sont nés au Cambodge, ils sont arrivés en France en 1973, ce qui veut dire 2 ans avant l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir. Moi je suis né en France dans les années 80, de culture complètement française, et le Cambodge représentait quelque chose de très flou pour moi, mais je savais quand même que mon grand-père maternel, que j'avais jamais connu parce qu'il est mort même avant les Khmers rouges, était dans le cinéma. Voilà, c'était juste que je savais comme ça. Moi, je suis tombé dedans en commençant à faire des films, en me disant que je voulais faire des films, mais jamais sans relier ça à mon grand-père. Après de longues années d'études de cinéma, il créera en 2009 le Golden Reawakening. C'est un festival qui abordera l'âge d'or du cinéma cambodgien des années 60 et 70. Et c'est qu'un peu tard, quand j'avais 20 ans, que j'ai demandé à ma tante de m'expliquer un peu plus l'histoire de son père, que tout d'un coup j'ai ouvert une porte sur ce cinéma cambodgien incroyable. Ça veut dire un cinéma qui est né très tard dans les années 60, qui s'est développé de façon très rapide et très enthousiaste pendant 15 ans, a produit environ 400 films, et tout ça a été détruit en 75 par les Khmers rouges. Tout se suit dans la famille, mais ce n'est pas tout. Il créa aussi la même année, avec Jackie Goldberg et Sylvain de Couvelaer, la société de production Vicky Films. Et en plus de ça, il élaborera un atelier de cinéma à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, avec 6 universités et 60 étudiants comme Khmer. Alors oui, il a créé plein de choses à moins de 40 ans. Pas comme toi qui a toujours 30 ans et qui n'a toujours pas atteint les 1000 abonnés. Zen, restons zen. Ces attaques ne me font aucun effet. Et qui n'a toujours pas de petite copine. Par la suite, après avoir sorti entre-temps 2 courts-métrages, il réalisera son premier long-métrage en 2011, un documentaire qui se nomme Le Sommeil d'or. Il raconte justement la naissance de ce cinéma cambodgien jusqu'à sa destruction par les Khmers rouges en 1975. Et ce film a fait grand bruit du côté des festivals en étant sélectionné au Busan International Film Festival et au Festival de la Berlinale. Et il en a fait plein d'autres en le montrant à Sydney, à San Francisco, à Hong Kong, etc., etc. Ensuite, il sortira son court-métrage Cambodia 2099 qui raconte l'histoire de 2 jeunes Cambodgiens qui se retrouvent à Diamond Island pour parler de leurs rêves. Et tout a été tourné du début jusqu'à la fin à Phnom Penh. Ah, c'est ça d'avoir de la notoriété dans son pays natal. Et il sera même sélectionné à la 15aine des réalisateurs en 2014, ce qui lui permettra de réaliser un film plus long sur cette île en 2016 et qui se nomme Diamond Island. C'est un film sur des jeunes de 18 ans qui montent de la campagne pour travailler comme ouvriers sur cette île. Et ça me semblait vraiment la thématique du passage, de la mutation, qui est à la fois la mutation d'un pays, mais la mutation de ces jeunes personnages qui sont en train de grandir et qui sont en train de découvrir plein de choses. On peut dire que ce métrage a eu les honneurs avec un lauréat de prix dont le prix SACD, le grand prix du Festival du film romantique de Cabourg, le prix du meilleur film au Festival du film de Mumbai, ou encore une mention spéciale du prix Jean Vigo. Ah, ça en fait des trophées à en mettre sur son étagère. Puis il avait aussi créé une autre boîte de production cambodgienne entre-temps, avec Steve Chen,
qui se nomme Anti-Archive, ce qui lui permettra avec Viki Films de produire pleinement Diamond Island ainsi que de donner un nouveau souffle au cinéma du Cambodge. Pour autant, il s'associera à d'autres productions de grande ampleur pour aider à financer des films internationaux comme un certain Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Une grande œuvre de cinéma qui fera date. Et suite à tout ceci, il sortira donc son dernier film en date, Retour à Séoul, qui aura lui aussi traversé les festivals en 2022 et se fera connaître par le bouche à oreille. Oui, sérieusement, je ne l'ai appris que récemment, l'existence de ce film. Alors est-ce que ce voyage de la Corée mérite vraiment de faire partie des grands films de l'année 2023 ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Retour à Séoul de David Chow est un voyage qui nous permet de retrouver nos origines, mais aussi de nous retrouver soi-même. En suivant le personnage Freddy, on trouve un cycle qui est comme un recommencement, un reboot à chaque voyage qu'elle fait à Séoul pour enfin réussir à trouver ce qu'elle n'arrive pas à avoir et à dire. Elle cache un sentiment de solitude qu'elle ne veut pas partager avec les autres tant qu'elle n'a pas réussi à trouver la bénédiction de cette ville. Et de sa mère. David Chow nous raconte cette histoire de façon mélancolique en donnant aussi cet aspect très documentaire pour être plus dans le réel. Et tout ceci est inspiré d'une histoire vraie venant de l'une des amies de Chow. Une copine m'a appelé pour me dire que comme j'allais en Corée, elle venait de poser une semaine de vacances et elle m'accompagnait pour me montrer ce qu'elle appelait son pays. Elle a été adoptée à l'âge de 1 an, elle a grandi en France, elle s'appelle Laure Badufle. Mais à l'époque, donc en 2011, elle était déjà retournée vivre 2 ans là-bas, pendant lesquels elle avait appris à connaître le pays, mais elle avait aussi rencontré son père biologique coréen et la famille de son père, et ça s'était, selon ses dires, pas très bien passé. Et on s'est retrouvés là-bas, elle me dit j'ai envoyé des textos à mon père, et en fait, je le vois demain, est-ce que tu veux venir avec moi ? Donc très surprenant. Un peu comme là aussi le personnage de Freddy dans le film. Et je dis oui, évidemment. Et le lendemain, je me retrouve après un trajet d'1h30 en bus face à son père biologique coréen, sa grand-mère. Donc complètement surréaliste pour moi de me retrouver là à table avec eux. Et je suis choqué par le spectacle de cette scène, qui était de voir ces deux mondes se faire face, pas réussir à se parler. Voilà. Et c'est comme ça que le film a germé dans ma tête, pas immédiatement, mais en repensant à cette scène. Après Diamond Island, j'ai pensé à ça, j'en ai parlé avec mon amie qui était partante pour que je fasse un film inspiré de sa vie, et c'est comme ça que Retour à Séoul est né. Il s'est aussi beaucoup renseigné sur le traitement de l'adoption en Corée du Sud, ainsi que des histoires du pays. Par exemple, cette histoire de cette traversée jusqu'à l'île avant la montée des eaux, je pense que c'est basé sur une histoire vraie. Donc beaucoup de recherches, beaucoup de questions posées avec les gens pour essayer de choper quelque chose d'authentique, et après on fait aussi avec sa propre expérience. Et à un moment, il peut changer complètement sa manière de mettre en scène l'histoire et de la raconter. Il la modifie à chaque moment où Freddy change de caractère. Puis la façon de traiter une personne adoptée qui veut retrouver ses parents biologiques est assez différente des autres métrages qui abordent ce sujet-là. Déjà, la manière de présenter la compagnie de recherche parentale Hammond, Rien à voir avec les premiers pouvoirs de Jojo. nous amène sur du concret. Je ne sais pas si elle existe, mais elle paraît réelle pour qu'on y croie. D'où l'effet documentaire et le fait que certains comédiens ne jouent pas vraiment comme dans un film, mais comme on les filmerait dans la vie de tous les jours. And that was amazing to see that chemistry, and it's like chemistry experiment of different style of acting, different languages on set. And also, Yeah. I think it's magical when you have like non-professional actors and professional actors. I think when it happens, of course, it's so magical to see like an experience talking with an unexperienced like people, and I think this moment of like sincere moment of like communication. Real communication is just magical. Je pense que ce qui peut déranger, c'est son rythme assez lent et sa narration qui peut nous perdre à certains moments. Mais voilà, on suit un personnage qui se sent perdu dans cette ville et dans sa vie. Donc Chou montre cette perte de repère. Et puis reconstruire cette blessure d'abandon peut prendre du temps à se refermer. C'est pour ça que cette histoire dure 8 ans. Oui, à 8 ans de vécu, elle connaîtra mieux le pays et aussi elle-même pour qu'elle ait enfin ce point culminant de vérité à la fin. On pourrait voir ça comme la quête du bouddhisme et de la recherche de la paix intérieure. Pour plus de détails sur ce sujet, c'est ici. Et puis le questionnement de l'identité est très intéressant dans ce film, parce que Freddy ne cherche pas vraiment les origines de son identité. Elle ne veut pas savoir si elle est plus coréenne ou française. C'est beaucoup plus psychologique. Mais en fait, il faut la comprendre. On va comprendre que la colère, elle vient de quelque part, de pas savoir d'où on vient et d'avoir cette espèce de rage de se dire qu'on a été rejeté d'un pays qui a pas voulu de nous. Je pense que c'est comme ça un peu qu'elle se dit quand elle débarque là-bas. Et puis elle débarque un peu sur un coup de tête en Corée du Sud. Donc elle est là, elle arrive. Au début, elle est contente, c'est les vacances. Elle rencontre très vite des jeunes Coréens
coréen dont elle devient amie. Et puis il commence à lui poser des questions, à lui dire mais tu ressembles à une coréenne, t'es un peu coréenne, et tu devrais aller au centre d'adoption pour retrouver tes parents. Et tous ces trucs tout d'un coup deviennent des espèces de petites pressions qu'elle ressent. Et quand elle se sent pressurisée, elle a ce truc très particulier, Freddy, de renverser la table, de défoncer un peu la porte et de voir, advienne que pourra, de voir ce qui se passe. Puis tous les comédiens et comédiennes sont excellents, que ce soit chez les Français ou chez les Coréens. Parmi les Français, on a Yuan Zimmer et Louis-Do de Lekezang. Et chez les Coréens, on a Oh Kwang-Rok, que vous avez vu dans certains films de Park Chan-wook. Il joue le suicidaire dans Old Boy. Et celle qui marque le métrage du début jusqu'à la fin, c'est bien Park Ji-min. Elle y infuse toute l'énergie du métrage, toute sa rage et sa perte de repères. Et c'est normal qu'elle ait mis beaucoup d'elle, parce qu'elle a vraiment participé au scénario pour modifier des clichés que voulait mettre le réalisateur. On a fait un gros travail ensemble, main à main, pour effectivement affiner et aussi détruire pas mal de choses dans le personnage pour ensuite reconstruire. Et comme disait l'actrice, son personnage est une agente du chaos qui va à l'encontre de la représentation des personnages féminins asiatiques qui sont souvent montrés comme délicats. A lot of me is in Freddy, but this kind of way of daring to be someone not pleasable and daring to be someone who's going to always say what she thinks or what they think to the risk of creating problems and chaos. I know some people like that, they're good friends of mine. I'm not like that, and I kind of like admire them for being that because, yeah, it's very liberating, and it always brings situation into different zones, then we don't know what's going to happen after, and that's so interesting because, yeah. And so I wanted the character to be like that. Ensuite, on a la composition musicale du film, faite par Christophe Musset et Jérémy Arcache du groupe Revolver, qui élabore une rythmique pour accompagner la déambulation urbaine de Freddy, avec aussi des cordes plus mélancoliques, mystérieuses, pour dessiner le chemin intime du personnage et instaurer un climat proche de l'onirisme. Et le réalisateur raconte avec toutes ses langues qu'il y a une impossibilité de comprendre les choses, et la musique viendra pallier ce manque. Il y a plein d'influences dans leur musique à eux, mais quelque part c'est aussi de la French touch, je pourrais dire. Enfin, il y a quelque chose de français aussi dans leur façon d'approcher ça, et ça c'est hyper intéressant pour moi. Et j'ai montré le film après à des amis coréens. C'était vraiment fascinant pour eux parce qu'ils voyaient cette personne avec un visage très coréen, qui avait une façon de danser qui était pour eux pas du tout coréenne, sur cette musique pas du tout coréenne, dans un lieu très coréen. Et voilà, c'est le mélange un peu des genres qui, moi, m'intéressait beaucoup dans le film parce que ça raconte un truc du film. En tout cas, elle est la vraie découverte du film alors que c'est son premier long métrage. C'est une artiste plasticienne, peintre, qui s'appelle Park Ji-min, dont c'est la première expérience au cinéma et qui avait jamais avant pensé à jouer la comédie. Ça me tenait à cœur que la comédienne qui allait jouer le film ait des origines coréennes. Après, on est parti en travail et on a pas mal répété ensemble pour le film, et c'est elle qui a joué le film. Ouais. Impatient de voir l'avancée de sa carrière. Et après avoir vu ce métrage, il pourrait bien représenter une sorte de suite spirituelle de Les Bonnes Étoiles d'Hirosaku Koreeda sur le thème de l'adoption. Bref, un film qui a du cœur et qui mérite d'être vu. On peut voir aussi la ville de Séoul comme un personnage à part entière qui suit l'évolution de son protagoniste. D'où le fait que l'ambiance du film évolue au fil de l'acceptation de soi de Freddy. On ne tombe pas dans le sentimentalisme facile. It's such a heavy situation, adoption stories, meeting your biological parents. It's so sad and so tragic, and it's so difficult that I was using this personality of the character to also surprise us, bring some kind of liberation and helping us as well as audience to also see things differently with not only a tragic, it's so tragic, but not only a tragic perspective, but also a liberating perspective. I think the idea of emancipation and liberation was very important in the character, in how she deals with this kind of oppression that is surrounding her all the time, with, like, from every perspective, even her, I mean, because it's like current society personifying by these male characters, the father, but also all these boyfriend that she meets. But even also her French adoptive mom, in a way, is also a source of oppression for her to kind of behave in a way. And Freddy is kind of a model for me of how she refused to be assigned to any identity. She refused to be said how to behave and what to be, and she will always saying no and reinventing herself in a surprising
way and perspective, and I think that's very interesting. Il n'est pas parfait et ce genre de personnage qui se remet rarement en question pourra rebuter certains. Mais pour moi, c'est l'une des grandes forces du film à ne pas aller dans la facilité sur l'accomplissement de sa quête pour retrouver ses parents. C'est une recherche de liberté et d'identité qu'elle ne pourra accomplir que si elle renie ses émotions négatives. I think I'm proud of that. I think it's fun, and I think people will receive that character and see that that's something new about it. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. J'ai 27 ans aujourd'hui et je me suis toujours posé la même question le jour de mon anniversaire. Est-ce que ma mère a une pensée pour moi ?